Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'enregistre ce podcast le dimanche 12 mai, chez moi, quelque part dans les collines de Meudon. Un nouveau podcast, ça faisait un moment que j'en avais pas enregistré, comme vous avez été plusieurs à me le faire remarquer sur les réseaux, en messages privés, etc. J'ai été beaucoup accaparé, notamment au début de l'année, par une vidéo sur laquelle j'ai travaillé très dur pendant plusieurs mois, qui s'appelle Villes antagonistes, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, je vous encourage à y jeter un œil. Mais l'autre raison, c'est que je suis parti à l'étranger. Je suis parti pendant un mois au Japon. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du jour. À l'origine, j'étais parti pour assister à l'exposition de peinture de mon ami Nicolas de Petris, qui est un peintre qui réside actuellement dans le sud de la France et qui a vécu là-bas au Japon et qui donc exposait à Tokyo. Et quand il m'a parlé de cette exposition, je me suis dit que c'était probablement la plus belle occasion pour retourner dans ce pays, puisque j'y étais déjà allé un mois en 2017. Et comme je ne suis pas le genre à faire les choses à moitié, je me suis dit que quitte à partir, autant partir longtemps. Et autant vous dire qu'en un mois, même si c'est loin d'être suffisant bien sûr pour explorer ce pays qui a énormément de points d'intérêt, très divers d'ailleurs, j'ai quand même pu découvrir beaucoup de choses, lire, voir des films. Ça c'était surtout avant mon départ pour m'acclimater un peu. J'aime beaucoup me frotter comme ça un petit peu à la culture et à l'art d'un pays avant d'y aller ou d'y retourner. C'est ce que j'ai fait avec le Japon. Je vous parlerai un petit peu des différents livres que j'ai lus. Mais j'ai découvert aussi pas mal de choses sur place et ça va être le sujet de ce nouveau podcast. Il y a d'abord un concept que j'ai découvert là-bas dont je voudrais vous parler. Et ensuite, je voudrais vous parler de la littérature japonaise du point de vue des femmes. Parce qu'il s'avère que c'est une littérature qui était essentiellement féminine à l'origine. Et je me suis demandé pourquoi. Et je vais vous en parler un petit peu. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Spoutnik. Peu importe. Le nom, peu importe. Le livre papier, c'est une pierre tombale. Suivi l'auteur. Comme je vous disais, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de livres japonais, où je voyais beaucoup de films, je regardais de la peinture, etc. aussi. Et il y avait quelque chose d'assez inexplicable que je ressentais à chaque lecture, à chaque visionnage. C'était une espèce de sensation d'unité, un peu comme s'il y avait une sorte de dénominateur commun, quelque chose qui reliait toutes ces œuvres les unes avec les autres, qu'elles baignaient un petit peu dans une même essence. Et je me suis d'abord dit que ça devait être tout simplement la culture japonaise en elle-même, les racines bouddhistes, le zen, ce genre de concept. Et c'est au cours de ce deuxième voyage seulement que j'ai fini par mettre le doigt dessus. C'était un jour pluvieux, j'étais à Tokyo. Il faut savoir qu'au Japon, quand il pleut, généralement c'est pas à moitié. J'étais dans l'impossibilité de me promener dehors. Donc je me suis dit, je vais aller au musée, comme souvent. Je vais aller au musée Ueno, qui est probablement le plus grand musée de Tokyo, je pense. Et là, il commence à y avoir un sacré tonnerre. Il commence à y avoir du tonnerre sur la région Île-de-France, comme vous l'entendez peut-être dans le micro. Donc voilà, je suis arrivé sous la pluie au musée Ueno. Et alors que je me promenais dans les allées un petit peu ombreuses du musée, j'ai découvert un concept qui s'appelle Ichigo Ichie. Et quand j'ai lu sa définition, quand j'ai lu la légende qui lui était consacrée dans le musée et que j'ai commencé à me renseigner un petit peu dessus, ça a été une révélation parce que ça m'a permis de un petit peu relier les points entre eux et de comprendre comme ça un peu d'un seul coup ce qui reliait toutes ces œuvres entre elles, tous ces livres que j'avais pu lire notamment. Cette philosophie, donc Ichigo Ichie, qui signifie, on peut le traduire de plusieurs manières, mais les traductions les plus courantes sont une fois une rencontre, ou encore une opportunité, une rencontre. Plus généralement, c'est l'idée que chaque moment de la vie est unique. Et chaque rencontre dans la vie est unique. Chaque situation que l'on vit ne se reproduira jamais.
Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut donc la chérir, parce qu'à l'instant où on a fini de la vivre, eh ben c'est terminé. Et il n'y en aura plus d'autres derrière, ça ne se reproduira jamais. Et c'est donc une philosophie qui trouve, comme pratiquement tout dans la culture japonaise, ses origines dans la religion bouddhiste, dans le zen. C'est une philosophie qui existe donc pratiquement depuis toujours dans la culture japonaise, enfin, en tout cas depuis l'implantation du bouddhisme par les Chinois, on va dire aux alentours du 5e siècle, si je ne me trompe pas, mais qui a été vraiment, on va dire, mise en mots, théorisée, intellectualisée, si on peut dire, que au XVIe siècle, avec un homme qui s'appelait Sen no Rikyu, et qui était ce qu'on appelle un maître de la cérémonie du thé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a écrit un texte, un rouleau, si on peut dire, ils appelaient comme ça, je crois, à l'époque, dans lequel il théorisait toute la cérémonie du thé. Il faut savoir que là-bas, c'est un pays où il y a énormément de rituels dans la vie de tous les jours, dans la moindre pratique quotidienne, et le thé, la cérémonie du thé, donc, est l'une des plus importantes. Et le lien qui existe entre cette cérémonie du thé donc, et le Ichigo Ichie, c'est l'idée de bien faire les choses, parce que même si c'est quelque chose d'aussi anodin que boire le thé, que préparer le matcha, donc la poudre de thé verte, qui va ensuite être consommée, même si c'est quelque chose en apparence banal, eh ben, c'est d'autant plus important que c'est un geste du quotidien, qu'il faut donc le perfectionner, qu'il faut donc le faire le mieux possible, avec une économie de gestes, et une grâce, une esthétique, comme ça, de la simplicité. Parce que même si on va boire le thé peut-être tous les jours, ou une fois par semaine avec ses amis par exemple, eh ben, il faut que ça soit unique, malgré tout. Et donc cette philosophie du Ichigo Ichie, on peut également la retrouver dans d'autres aspects de la vie quotidienne, notamment, comme je vous disais, dans les rencontres qu'on fait. Moi, quand je me suis promené là-bas, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est même chez des jeunes gens, des jeunes quand ils sortent d'un bar, d'un restaurant, c'est très très courant, je les voyais se mettre, inconsciemment je pense même, se mettre en cercle et se remercier les uns les autres, s'incliner devant les uns les autres, pour s'entre-remercier, si je puis dire, du temps passé ensemble, et cristalliser en quelque sorte la soirée, le moment qu'ils ont passé ensemble, pour en faire quelque chose d'unique. Pas du tout ce qu'on va avoir, nous, par exemple, l'habitude de voir, de faire, je dis, pour ce que je connais, en ce qui me concerne, à Paris, où les gens vont partir un peu à n'importe quel moment de la soirée, parfois de manière plus ou moins discrète, parce que les gens sont vaquent un peu chacun de leur côté dans le bar ou l'appartement où se déroule la fête. Chacun va attraper son Uber à une certaine heure de la nuit et s'en aller un peu comme un voleur, quoi. Là-bas, c'est pas du tout le cas. Bon, déjà, la plupart du temps, les gens ne se retrouvent pas chez l'habitant. Ils se retrouvent vraiment dans des restaurants, dans des bars. Je sais que c'est très très peu fréquent d'inviter des personnes chez soi. En tout cas, dans les grandes villes. Dans le cas de Tokyo, par exemple, les appartements sont généralement très petits, donc déjà c'est pas très pratique. Et il y a aussi, donc, comme je disais, cette culture de se retrouver dans un endroit un petit peu public, dans un endroit un peu neutre, en terrain neutre, si je puis dire. Voilà. Dans cette pratique quotidienne du Ichigo Ichie, il y a aussi donc la notion d'hospitalité. Alors je sais que ça peut surprendre parce que le Japon n'est pas forcément un pays qui est réputé pour la chaleur de ces gens. L'accueil, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, mais en tout cas, la chaleur. Les Japonais ne sont pas considérés comme des gens chaleureux. Et bon, c'est pas là-dessus que je vais contredire les théories officielles, parce que, effectivement, je ne vais pas me risquer à dire que les Japonais, non, au contraire, sont des gens extrêmement chaleureux. Ce serait un peu ridicule de dire ça, parce que évidemment, si on compare avec d'autres pays, je pense notamment à certains pays d'Afrique, c'est évidemment le jour et la nuit, c'est pas du tout la même chose, c'est absolument pas comparable, donc je vais pas me risquer à dire ça. En revanche, il y a une notion d'hospitalité qui est réelle, qui parfois peut paraître un peu factice,
du fait qu'elle est régie peut-être par ces règles justement du Ichigo Ichie qui prône, comme je disais, l'idée que chaque moment est unique et chaque rencontre est unique. Donc peut-être qu'ils obéissent un petit peu à cette règle, ils se plient un peu trop à cette règle. En fait, je dirais simplement que cette froideur apparente, cette absence de chaleur comme certaines personnes vont la décrire, hein, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend. C'est plus une forme de recul, une forme de respect qui peut néanmoins facilement, je dirais, enfin pas facilement, mais qui peut être assez rapidement contourné dans certaines situations. Je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément enraciné dans l'esprit japonais, c'est de ne pas se mettre dans des situations inconfortables, des situations qu'ils ne maîtriseraient potentiellement pas très bien, notamment parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très très bons en anglais. Et comme bien généralement quand vous êtes étranger et que vous arrivez là-bas, le seul moyen d'avoir des interactions avec eux c'est de parler en anglais, ça complique les choses. Pour revenir sur la philosophie du Ichigo Ichie, moi ce que j'ai pu remarquer c'est que souvent pendant une grosse partie de mon voyage j'étais seul. Et les Japonais avaient tendance à venir plus facilement vers moi que lorsque j'étais en groupe, même beaucoup plus facilement. Et c'est là où je ferai un lien avec cette philosophie. J'ai eu l'impression que souvent, ils venaient vers moi par curiosité. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours surpris de voir comme ça un occidental tout seul, parfois dans des endroits qui n'étaient pas du tout touristiques. Comme je le disais, c'était mon deuxième voyage au Japon, donc j'ai un petit peu déjà coché, entre guillemets, toutes les cases des grands endroits touristiques à visiter, j'ai un petit peu fait le tour, et maintenant j'aime justement m'aventurer dans des endroits où il y a des endroits beaucoup moins connus. Et j'avais l'impression, quand ils s'approchaient et qu'ils essayaient de me parler, même parfois c'était des situations un peu compliquées, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à se comprendre les uns les autres, c'était avec cette idée dans leur tête que ils avaient la possibilité, l'opportunité de parler, de rencontrer un étranger, et que c'était une situation qui se reproduirait peut-être pas tout de suite, voire jamais. J'avais beaucoup notamment de vieux japonais qui venaient me parler. Donc voilà, il y a vraiment dans cette philosophie Ichigo Ichie un petit peu toute l'âme du Japon. Et donc, je vous disais, lorsque je l'ai découverte, ça a été un petit peu comme s'il y avait un voile comme ça qui s'abattait et qui m'a permis de faire un lien entre toutes ces œuvres auxquelles je m'étais confronté. Mais qui dit voile qui s'abat dit d'autres voiles qui nous apparaissent. Comme on dit, plus on en apprend, plus on en découvre et plus on se rend compte de son ignorance. Et donc cet homme-là, Sen no Rikyu, qui a en quelque sorte gravé dans le marbre, ou en tout cas posé à l'écrit toute la cérémonie du thé, il l'a axé selon un certain nombre de principes, il y en a 4 pour être exact, qui sont l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Plus tard, il y a un autre homme qui s'appelle Lee Naosuke, qui lui aussi était un maître de la cérémonie du thé. C'était beaucoup plus tard, hein, le premier dont je vous ai parlé, qui a un peu posé les bases écrites de ce que c'était que le Ichigo Ichie, c'était au XVIe siècle. Donc c'était une époque, on était en plein dans l'époque des samouraïs, les guerres internes, alors que lui, Lee Naosuke, c'était beaucoup plus vers la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire l'ère Meiji, donc l'époque où le Japon était en train vraiment de s'ouvrir en grand à l'Occident, et on pourrait même dire que l'Occident était un peu en train de contaminer la culture du pays. C'était la fin de l'époque des samouraïs. C'est l'époque qu'on voit, pour ceux qui ont vu le film, pas terrible d'ailleurs, hein, dans mon souvenir, avec Tom Cruise, le dernier samouraï. C'est vraiment les derniers instants de cette caste de guerriers. Et donc, dans un sens, c'est la fin aussi du Japon traditionnel. C'est un moment où le pays a tourné le dos à beaucoup de ses anciennes coutumes. Ce qui est assez intéressant, c'est que paradoxalement, c'est vers cette époque de l'ère Meiji, donc là, vers la fin du 19e siècle, qu'on a vu justement ces traditions être beaucoup mises en avant,
c'est-à-dire être couché sur le papier, être théorisé, comme s'il y avait eu un sentiment d'urgence chez les Japonais, chez les intellectuels notamment, et qu'ils avaient voulu garder en quelque sorte une trace de ces cérémonies, de ces rituels, de ces coutumes d'autrefois. Il y a par exemple le texte dont je viens de vous parler de Lina Osuke sur la cérémonie du thé, qui donc théorisait encore un peu plus le concept du Ichigo Ichie. Mais il y a eu aussi le Bushido, donc qui était la fameuse, ce qu'on appelle parfois en Occident, un peu à tort d'ailleurs, le code d'honneur des samouraïs. Alors qu'en fait, c'est un texte qui, on va dire, englobe un petit peu toute une philosophie de vie, un regard sur le monde qui est assez propre au Japon. Même, qui est très très ancré dans la culture japonaise, encore aujourd'hui, mais qui trouve, comme tout le reste, c'est vraiment ses racines dans le bouddhisme. C'est un texte qui a été écrit très très tard, effectivement, qui était un code qui était appliqué par les samouraïs, j'ai envie de dire par définition, mais qui a été écrit à un moment donné où la caste des samouraïs était presque totalement éteinte. De même, alors ça c'est plus dans l'ère Meiji, c'est plus tard, mais en 1933, il y a Junichiro Tanizaki qui a écrit son fameux Louange de l'ombre, que je vous invite à lire, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, et qui est un texte qui va vraiment cristalliser, qui va immortaliser toute cette esthétique de l'ombre au Japon. Il va faire des comparaisons extrêmement intéressantes entre la manière de mettre les choses en avant dans l'esthétique occidentale et par opposition à l'esthétique japonaise. Et il nous parle en filigrane du concept de wabi-sabi, que je vous invite aussi à creuser, et qui est cette idée qu'il faut apprécier l'impermanence des choses. Permanence qui est encore un autre concept, mais qui est très lié aussi au Ichigo Ichie, qui est cette idée que rien n'est éternel, que tout meurt un jour ou l'autre. Et ça s'applique évidemment aux gens, ça s'applique à la matière, ça s'applique au moment qu'on vit dans l'existence, donc c'est d'où le lien avec le Ichigo Ichie. Et lui, dans le cas de Tanizaki, il en parle beaucoup dans les rituels, beaucoup dans les matières. Il va nous donner beaucoup d'exemples avec la patine, la fameuse patine qui va un peu sédimenter les objets là-bas, cette idée d'une sorte de crasse qui va s'accumuler sur le bois, qui va s'accumuler dans les bols en céramique, partout sur les ustensiles de cuisine, les lames de couteau, et que nous, en Occident, on va chercher à faire disparaître à tout prix, on va vouloir lustrer absolument tout pour que ça brille de manière impeccable, alors que eux, là-bas, ils vont prôner au contraire une sorte d'esthétique de l'usure, de la vieillesse, assumer complètement le fait qu'un matériau, un ustensile puisse avoir vécu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé là-bas, évidemment, quand on se promène dans des villes très anciennes comme Kyoto, par exemple. Il y a beaucoup d'endroits où on voit des bois très usés, où on voit des couches noirâtres qui sont un mélange de plein de choses, des gens qui posent leurs mains dessus, de la pluie, tout ça, en fait, aussi de la pollution, tout simplement. Et plutôt que d'essayer de tout nettoyer, ils vont justement le laisser tel quel et même le mettre en avant parfois. Tant que j'y suis, je vais m'appesantir un peu plus sur cette notion d'impermanence, parce que là, pour le coup, c'est un mot et un concept que j'ai croisé énormément dans mes lectures. Et c'est là donc que je vais raccorder avec le thème de ce podcast, qui est bien sûr la littérature. Avant de partir au Japon, je me suis évidemment mis en tête de lire pas mal de livres japonais, mais je voulais pas lire que des livres contemporains. Je voulais aussi me plonger vraiment très 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 loin dans la littérature du pays. Et je démarrais complètement vierge, c'est-à-dire que je n'avais jamais rien lu de plus ancien que des gens comme Yukio Mishima, comme Haruki Murakami ou Banana Yoshimoto, pour ceux qui connaissent. Donc je démarrais vraiment complètement vierge, et ça a été là encore de jolies découvertes que je voulais partager avec vous dans le podcast. Alors quand vous décidez de vous plonger dans la littérature japonaise, vous avez d'abord intérêt à aimer la poésie, parce que il y a quand même un énorme pan de son histoire qui est presque exclusivement de la poésie.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès le 8e siècle, donc quand on commence à découvrir les premiers textes écrits, il y a notamment une collection qui s'appelle le Man Yoshu, qui est un peu sous-titré La collection de 10 000 feuilles, qui est un recueil de plus de 4500 poèmes. Il y a déjà cette idée du Ichigo-ichie et d'idée aussi d'impermanence. Je vais vous lire un exemple d'un de ces poèmes qui est un poème du type tanka, c'est-à-dire en 31 syllabes. C'est une des formes les plus utilisées à cette époque. Elle l'a été pendant des siècles. Même encore aujourd'hui, il y a des écrivains qui composent ce genre de poèmes, même s'il y a une forme beaucoup plus connue en Occident qui a pris le pas aux alentours du XVIIe siècle, qui était le fameux haïku. Donc là, je vous en lis un extrait du Man Yoshu. Ainsi va toujours le monde, dis-je, séparé de toi, que je ne cesse d'aimer en continuant à vivre. Et donc c'était une époque où il était extrêmement bien vu à la cour de savoir écrire de jolis poèmes. Ça faisait partie des compétences qu'on attendait d'une personne de haut rang, on va dire. Mais ce qui m'a beaucoup intrigué quand j'ai commencé à creuser donc, cette histoire de la littérature japonaise et donc essentiellement de la poésie, c'est je me suis assez vite rendu compte que énormément de poétesses de cette époque étaient donc, vous l'avez compris, des femmes. Il y a eu notamment une autrice qui s'appelait Ono no Komachi, qui est vraiment, je crois, la poétesse légendaire du Japon. C'est une femme dont apparemment la beauté était célèbre dans tout le pays et qui s'est fait connaître et qui a eu droit à la postérité par la qualité de ses poèmes. C'est une femme qui écrivait des poèmes très très sensuels pour son époque. Il était beaucoup question d'histoires amoureuses. Les coloris des fleurs ont bel et bien passé, en pure perte, ma vie coule en ce monde, dans le temps d'une longue averse. Et c'est quelqu'un qui a vécu au 9e siècle. Donc c'était sous l'ère Heian, qui est une ère qui s'est étendue comme ça sur, je ne sais plus exactement, mais vraiment sur plusieurs siècles, et qui a été un des moments les plus importants dans le développement de la littérature japonaise. C'est une époque où il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'évolution dans les arts. Il y a eu ensuite une autre poétesse qui s'appelait Izumi Shikibu, qui elle a vécu un peu plus d'un siècle plus tard, aux alentours de l'an 1000, et qui était une dame de la cour impériale, comme beaucoup de poètes de cette époque. Lorsque je pleurais, indifférente au désordre de mes noirs cheveux, celui qui les démêlait, ah combien je l'ai aimé. Mais c'est vraiment au XIe siècle qu'il y a une écrivaine qui va faire parler d'elle et dont l'œuvre va vraiment rayonner encore aujourd'hui dans le monde, parce que notamment elle a écrit un pavé absolument énorme de, je sais plus de 1500 pages, je crois, qui s'appelle Le Di du Genji. Cette femme, elle s'appelait Murasaki Shikibu, et son livre est tout simplement considéré comme un des premiers romans de la littérature mondiale. Donc je dis roman au sens vraiment où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire mettant en scène des personnages au travers de dialogues, de descriptions, et avec une continuité narrative. C'est un bouquin qui raconte sur plusieurs décennies la vie d'un homme qui s'appelle Hikaru Genji, qui est en fait le fils illégitime d'un empereur du Japon, et qui donc, pour cette raison, parce que c'était une sorte de bâtard, a été écarté de la dynastie, ce qui ne l'a pas empêché, grâce à ses talents et son charisme, de se faire une place dans la haute société de son époque, d'avoir des relations amoureuses, et c'est ce dont il est question dans ce très très gros livre. Il y en a eu aussi une autre, extrêmement connue, qui s'appelle Sei Shonagon, qui était aussi une dame de la cour impériale, et qui a écrit un livre qui est quasi aussi connu que le Di du Genji, que j'ai lu en entier, celui-là pour le coup, parce qu'il est beaucoup plus petit, et qui s'appelle Notes de chevet. Là, il ne s'agit pas d'un roman, mais plus d'une sorte de journal intime que tenait Sei Shonagon, dans lequel elle parle de sa vie de tous les jours à la cour impériale et à Kyoto. C'était à l'époque où Kyoto était la capitale du Japon. Et donc elle raconte toutes ses observations. Ça peut aller de choses
très poétiques à des choses beaucoup plus terre à terre, des listes de choses. Par exemple, elle aime bien dire quels sont ses temples préférés, quels sont ses points de vue préférés pour admirer la ville. Elle aime bien aussi critiquer les jeunes, les observer faire des choses qu'elle aime pas et dont elle trouve que ça respecte pas assez la tradition. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que le texte a été écrit il y a plus de 1000 ans, mais néanmoins on trouve un peu des échos, il y a de nombreux échos avec notre époque, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de différences au final. Elle va raconter des histoires d'adultère dont elle est, à demi-mot, hein, dont elle est témoin, qu'elle soupçonne. Elle va un petit peu bitcher sur d'autres femmes de la cour. C'est beaucoup de potins, de ragots. Voilà, c'est assez rigolo la manière dont c'est écrit, involontairement rigolo. Mais c'est très joli aussi, c'est une écriture assez poétique, qui d'ailleurs, c'est toujours difficile quand on lit un texte comme ça, très ancien, qui est traduit bien évidemment, parce que je ne parle pas japonais, de se faire d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait être le texte original, parce que souvent, les traductions modernes sont évidemment très arrangées, très édulcorées parfois. Il y a question de ça d'ailleurs dans la préface du livre. La traduction française date des années 50, si je dis pas de bêtises. C'est une traduction assez ancienne, la seule à ma connaissance qui existe. Et c'est bien ce qui est précisé dans la préface, hein. Comme quoi c'est une traduction qui est quand même assez arrangée pour rendre le texte, on va dire, intelligible et pas trop agréable à lire pour un lecteur d'aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse juste avant de partir. J'ai lu ou plutôt relu Dostoïevski parce que j'ai pris connaissance en fait d'une traduction très récente de son œuvre qui a été faite par André Markovitch. Dans les années 90, il a commencé ça à retraduire toute son œuvre pour les éditions Babel. Et l'argument de vente, entre guillemets, d'André Markovitch, c'était que jusqu'à présent, plus d'un siècle après la mort de Dostoïevski, que les lecteurs français n'avaient jamais, au final, ne s'étaient jamais vraiment frottés à Dostoïevski, au véritable Dostoïevski. C'est-à-dire que lui considère que jusqu'à présent, toutes les traductions qui ont été faites de son œuvre en français, il y en a, je crois, environ 3 ou 4 de différentes, sont des traductions très jolies, des traductions très lustrées, très polies, comme un peu dans la tradition de la traduction française, hein, malheureusement, comme c'est quand même le français est une langue qui a une grammaire assez, comment on pourrait dire, parfois tortueuse, parfois foisonnante, parfois, enfin complexe dans tous les cas, mais on a cette tendance à vouloir toujours faire des jolies phrases, écrire de jolies choses, et ça a contaminé notre manière de traduire, c'est ce qu'expliquait André Markovitch, que ça n'était pas fidèle, que toutes les traductions jusqu'à présent, jusqu'à la sienne, n'étaient pas fidèles à l'esprit Dostoïevski, qui est une langue beaucoup plus rugueuse, et j'ai voulu donc me confronter à ça. J'ai relu certains livres de Dostoïevski, notamment L'Idiot, dans sa nouvelle traduction, et effectivement, moi je ne parle pas russe, hein, mais j'ai pu sentir qu'il y avait une différence avec ce que j'avais pu lire à l'époque, dans des traductions plus vieilles, qui étaient peut-être plus mélodieuses, on va dire, mais qui n'étaient pas très fidèles apparemment à la réalité. Là, notamment au niveau des dialogues, j'ai senti beaucoup de répétitions dans les mots. Il y avait un côté plus langue orale, plus phrasé, plus populaire, il y avait un côté plus rugueux. Et selon lui, c'était vraiment ça l'esprit de Dostoïevski dans son écriture. Donc voilà, c'était une petite parenthèse juste sur les traductions. Et pour revenir donc au Japon, forcément, quand vous lisez un texte qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, il y a des choses qui doivent être ajustées, hein, déjà parce que c'est une grammaire complètement différente, parce que c'est là en plus la grammaire d'un pays complètement différent, dont la grammaire fonctionne de manière quasiment opposée, hein. Vous savez, il y a souvent les linguistes, pour résumer les différences entre le japonais, par exemple, et les langues latines, le français, par exemple, ils vont expliquer que la grammaire est complètement inversée. Mais donc voilà, là j'ai parlé un petit peu de l'histoire de la littérature japonaise jusqu'aux alentours de l'an 1000, et vous allez peut-être vous demander comment ça se fait qu'il y ait autant de femmes. Et j'essaie de vous expliquer un peu ça, il m'a fallu un peu de temps moi-même pour réunir les informations. Il faut savoir que au Japon, jusqu'au 19e siècle, c'était
l'écriture chinoise qui était utilisée pour tout ce qui était document officiel en particulier. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez bien évidemment la langue japonaise, mais au Xe siècle, il y a commencé à avoir des échanges avec la Chine qui était vraiment un empire tout-puissant à cette période-là, a importé au Japon déjà la religion, donc le bouddhisme, et également son système d'écriture. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, les Japonais utilisaient les caractères chinois pour écrire. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que aux alentours du 8e siècle, donc ce qui correspond à la période où sont parus les poèmes que je vous ai lus avant, il y a une nouvelle écriture qui est apparue et qu'on pourrait appeler l'écriture japonaise. C'était en fait une forme modifiée de caractères chinois, et ça a donné naissance à ce qu'ils appellent les kana. Et ces kana, à la différence du chinois, ils sont une retranscription, on peut dire, syllabique du japonais, de la langue japonaise parlée. Donc ce qui s'est passé, c'est que à partir de cette époque-là, l'écriture chinoise était utilisée donc pour tous les documents officiels, les papiers importants, les échanges de courriels, elle était utilisée à la cour, dans toutes les grandes maisons. Et à côté de ça, il y avait cette écriture japonaise qui se développait, qui était beaucoup plus facile à apprendre que le chinois, et qui était aussi, du fait qu'elle était une transposition directe de la langue japonaise au niveau des sons, elle était beaucoup plus facile à utiliser, et pour les Japonais qui purent s'en servir pour écrire de manière beaucoup plus simple, plus approfondie, leurs pensées, leurs émotions, ce genre de choses. Donc là, à partir de ce moment, vous comprendrez facilement pourquoi est-ce qu'elle a été utilisée immédiatement, quasiment immédiatement, pour écrire des textes littéraires, et donc bien sûr de la poésie. Mais donc là, vous ne savez toujours pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de femmes qui étaient des écrivaines. La raison, du coup, elle est assez simple en fin de compte, c'est que, comme je vous ai dit, le chinois a été utilisé pour les documents officiels. Or, les documents officiels étaient écrits par des gens, entre guillemets, importants, et donc, à cette époque, c'était presque exclusivement des hommes. Donc, tous les hommes, enfin pas tous les hommes, mais les hommes de bonne naissance apprenaient cette langue chinoise très très complexe, très compliquée pour écrire ces documents, tandis qu'à côté, les femmes, de bonne naissance aussi, attention, c'était pas n'importe qui, c'était pas des paysannes, voilà, les femmes, elles apprenaient la nouvelle écriture japonaise. Et donc, forcément, ce sont les femmes qui se sont retrouvées à écrire tous les textes dont je vous parlais avant, où il était beaucoup plus question d'art, de poésie. Donc voilà, cette utilisation des caractères japonais, des kana, ça a vraiment permis de s'affranchir de l'écriture chinoise qui était considérée forcément comme rigide, difficile à utiliser pour exprimer des sentiments japonais, des sentiments complexes. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si nous, Français, on nous disait, alors vous parlez français, mais par contre, pour tout ce que vous allez écrire, vous allez le faire en anglais, par exemple. Et pour quelqu'un qui, par exemple, ne maîtriserait pas parfaitement la langue anglaise, c'est forcément plus difficile de s'exprimer dans une autre langue que sa langue natale. Donc ces kana, ils ont permis au style vraiment de se libérer, aux plumes de se libérer, d'avoir une pensée écrite plus fluide. Vraiment, ça a permis aux écrivains de se libérer. Et je vous parlais en début de podcast évidemment du concept de Ichigo Ichie et d'impermanence. Eh bien, ce sont des thèmes qu'on retrouve absolument partout dans la littérature japonaise, en particulier à cette époque, dans la poésie, ou même dans le roman, dans le Didu Genji, dans les notes de chevet. Il y a toujours cette idée de choses, que tout est éphémère, que la mort n'est jamais très loin. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Il y avait... évidemment, c'était une époque, même si c'était pas encore l'âge des samouraïs, mais il y avait quand même des guerres assez violentes, il y avait beaucoup de morts dans la population, c'était l'équivalent un peu chez nous de notre Moyen-Âge, à cette époque-là. Donc c'était pas une époque très facile.
les maladies évidemment, sans compter que le Japon a une situation géographique qui est très difficile, hein. Là pour le coup c'est quelque chose que nous on a absolument pas en France, mais c'est un pays qui est évidemment sur une île, c'est très très volcanique, il y a régulièrement les terribles... la saison humide, donc les moussons, la saison des pluies, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies qui sont absolument terribles là-bas, hein, parce que quasiment tout est construit en bois. Donc quand ça commence à prendre feu, vous pouvez avoir rapidement une ville, hein, un quartier, une ville qui va partir en cendres. Au Japon, je vous parlais de cette idée d'impermanence. Bah oui, rien de dur, hein, il y a très 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 peu de bâtiments historiques d'époque. Pratiquement tous les temples, tous les châteaux que l'on voit sont des reconstitutions. Alors c'est des reconstitutions qui sont plus ou moins anciennes. Vous pouvez avoir un temple qui a été bâti, mettons, au 9e siècle, qui a brûlé, qui a été reconstruit au 13e siècle, qui a rebrûlé, qui a été rebâti, et celui que vous voyez, il a été, finalement, c'est la version on va dire, du 19e siècle ou 18e siècle. C'est plus le temple original, mais comme je vous dis, là-bas, il n'y a pas vraiment de choses qui soient encore d'époque, pas de choses originales, tout est plus ou moins une reconstruction d'une reconstruction d'une reconstruction. Et on ressent aussi cette notion d'impermanence énormément dans le passage des saisons. Il n'y a aucune autre littérature, je pense, qui a accordé autant d'importance aux saisons que la littérature japonaise. C'est un thème que l'on retrouve partout, dans la poésie. Et dans la littérature, même dans la littérature contemporaine, je vous mets vraiment, je vous invite à faire attention quand vous lirez un livre japonais, même récent. On est quasiment toujours au fait de la saison dans laquelle se déroule l'histoire. Et l'auteur nous fait aussi part des changements, c'est-à-dire que ça passe de l'hiver au printemps, il va nous le signaler, il y a toujours une attention particulière aux saisons, aux couleurs, à la lumière, aux températures, et voilà, les saisons s'écoulent les unes après les autres, et elles se transforment en années, et le temps passe. Dans les livres plus récents que j'ai lus durant mon voyage, j'ai pas lu tant de livres que ça durant mon voyage, j'en ai lu que 2 en un mois, ce qui est très très peu, mais ça a été 2 lectures très marquantes, 2 livres japonais. Donc le premier c'était Confession d'un masque par l'immense auteur Yukio Mishima. Yukio Mishima qui est un auteur qui a traversé les frontières du Japon, qui a un peu défrayé la chronique, hein. C'est un immense écrivain, mais qui s'est fait beaucoup connaître dans le monde à cause de sa mort on ne peut plus spectaculaire. Dont je vais vous parler dans un second temps en fait, parce que je voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs. Yukio Mishima, qui était un écrivain qui était homosexuel, je dirais pas refoulé, mais disons simplement qu'il a vécu à une époque où c'était quasiment impossible de l'assumer au grand jour, de vivre au grand jour, donc il a été un peu, je dirais pas dans le placard, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas mis en avant tout de suite dans son œuvre, qu'il n'a pas mis en avant en tout cas avant ce livre, Confession d'un masque, qu'il a écrit quand il avait moins d'une trentaine d'années, je crois, il était dans la fin de vingtaine, et c'est une espèce d'autobiographie un peu fictionnelle, dans laquelle il raconte notamment sa jeunesse, son enfance en particulier, quand il était à l'école, dans une espèce de pensionnat. Et c'est une sorte de roman un peu, de roman d'initiation, où ses sens un peu s'éveillent, où il décrit toujours avec cette grande acuité, cette grande poésie, ce style très très particulier, hein, qui est celui de Mishima, où il décrit donc l'éveil de ses sens et qui découvre progressivement, il ne le cite pas comme ça, mais son homosexualité, son attirance pour les garçons. Et c'est un livre qui est très très beau, très intéressant à lire. Évidemment, ça parle d'une autre époque, hein, d'une période où c'était quelque chose qui n'était pas du tout accepté dans la société japonaise. Donc il ne pouvait pas le déclarer au grand jour, et tout est dit un peu à demi-mot, sous la forme de métaphores. Et on entrevoit un peu entre les lignes la folie comme ça, un peu
grimpante de Mishima, qui était quelqu'un d'assez maladif, assez chétif. C'était un petit homme de petite taille qui avait été réformé plus ou moins volontairement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui l'a hanté toute sa vie d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui par la suite a eu une vie un peu particulière. Il a créé une espèce de sorte de milice qui était dévouée à la protection de l'empereur. Une milice qui était d'ailleurs pas du tout reconnue par l'empereur lui-même. C'était une sorte de délire qui s'était créé lui dans son coin, il a embrigadé un certain nombre de jeunes hommes comme lui, qui étaient tous un peu amoureux de lui d'ailleurs. Mishima était un peu une espèce de gourou, comme vous pourrez le voir si ça vous intéresse dans le bon. Il y a eu un très bon film sur lui par Paul Schrader, qui a été fait dans les années 80 je crois, donc peu de temps après sa mort. Et oui, donc Mishima qui, toute sa vie, a eu une espèce d'obsession comme ça pour l'empereur, pour la tradition japonaise un peu, mais le tout saupoudré, on va dire, de cette espèce de parfum un peu rebelle et un peu subversif, qui était lié à son homosexualité, au fait qu'il le disait un petit peu comme ça, de manière indirecte dans ses livres, notamment donc dans Confession d'un masque. Et il y a un moment donné dans sa vie où il a complètement décidé d'arrêter d'être ce jeune homme chétif dont il nous parle dans le bouquin, qui était un peu apeuré à l'idée de rencontrer d'autres hommes, de fréquenter des femmes aussi, parce qu'il fallait qu'il soit un peu sous couverture, donc il faisait un peu semblant d'avoir des petites copines, etc. Et à un moment donné, donc juste après l'écriture de ce livre, il a décidé de changer complètement son apparence. Il s'est mis au sport, il a pris beaucoup de muscles, on le voit sur les photos d'époque. Il était devenu très athlétique, toujours petit, et évidemment ça il pouvait rien y faire, mais c'est devenu une espèce de guerrier un peu comme ça, moderne. Et en parallèle, donc il avait créé cette espèce de groupe qui était, comme je vous disais, une sorte de milice. Et il a toujours été obsédé par sa propre mort, en fait, c'est-à-dire l'idée de mettre en scène sa mort. Il raconte dans Confession d'un masque le plaisir qu'il éprouvait à jouer un peu au soldat avec d'autres garçons et à faire semblant de mourir, un peu comme nous on ferait en jouant avec des pistolets, en faisant pan pan et en faisant semblant de tomber. Lui, il explique que c'était ce qu'il préférait. Il avait un plaisir vraiment quasiment érotique, en fait, charnel, à se rouler par terre au soleil comme ça, torse nu devant les autres garçons et à faire semblant d'agoniser. Et cette idée comme ça un peu étrange, elle a atteint son paroxysme à la fin de sa vie, puisque Mishima a effectivement mis en scène sa propre mort. C'est en partie pour ça qu'il est très connu aujourd'hui. Il a, c'était en 1970, très exactement, je crois, il a, avec donc des membres de son espèce de milice dont je vous parlais, pris en otage un général donc, des forces d'autodéfense japonaises, puisque le Japon n'avait pas le droit d'avoir son armée à cette époque-là, donc c'était simplement à cause de la Seconde Guerre mondiale, c'était des forces d'autodéfense. Donc bref, il a pris en otage l'un des généraux à Tokyo, dans une sorte d'école militaire. Et donc il a demandé, en échange de la vie du général, à ce qu'on le laisse tenir un discours devant les soldats, les jeunes recrues de l'école militaire, dans la cour de l'école. Et alors je ne connais pas le contenu exact du texte, mais c'était quelque chose où il prônait l'impérialisme, où il faisait l'apologie de l'empereur, etc. Et bon, bref, c'est quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Apparemment, les soldats l'ont un peu rabroué, l'ont un peu dit de rentrer chez lui, en gros. Et donc, à la suite de cet échec, en quelque sorte, immédiatement après, dans la cours de la même journée, donc il s'est suicidé, selon la méthode traditionnelle du seppuku, donc était le harakiri, comme on appelle ça beaucoup en Occident, cette technique que pratiquée par les samouraïs à l'époque, où ils s'enfonçaient, pour préserver leur honneur, ils s'enfonçaient donc une lame dans l'estomac. Et juste après ça, un de leurs disciples leur tranchait la tête pour écourter leur souffrance, on va dire. Ce qui a été fait là, en l'occurrence, ce rôle a été tenu par
certains de ses, par un des jeunes qui l'accompagnait dans son escouade. C'est comme ça que sa vie s'est achevée, et ça a été le début de sa légende. Donc voilà, excellent écrivain Mishima, que je vous recommande. Il a écrit aussi Le Pavillon d'Or, qui est un très très joli livre qui relate en fait un fait divers assez étrange, qui est l'incendie du Pavillon d'Or, qui est, si vous l'ignorez, c'est un bâtiment qui se trouve à Kyoto, et donc qui a la particularité d'être recouvert de feuilles d'or, et qui n'est plus le bâtiment original. Comme je le disais, beaucoup de choses au Japon ne sont plus authentiques, parce qu'elle a brûlé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été tout simplement incendiée par le moine qui en avait la responsabilité, et qui ne pouvait tout simplement plus supporter la beauté insupportable, selon lui, de ce pavillon, et il y a mis le feu. Et donc Mishima a décidé d'écrire un livre sur ce type-là, qui était un petit peu fou, comme lui d'ailleurs, donc c'était plutôt intéressant. C'est une lecture que je vous recommande aussi. C'est deux fous qui se rencontrent en quelque sorte. L'autre livre que j'ai lu, c'est Le goût des orties, qui a été écrit par Junichiro Tanizaki, un auteur dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, et qui est très célèbre, notamment pour son essai Louange de l'ombre. Donc Le goût des orties, qui a paru en 1928, qui raconte la vie d'un couple de cette période-là, qui vit à Osaka, et qui n'est plus amoureux l'un de l'autre, mais qui ne parvient pas à se séparer, qui s'autorise des petites aventures extra-conjugales à droite et à gauche, et qui est un très joli roman assez intéressant, notamment sur la perception qu'avait Junichiro de la société japonaise et ses traditions, parce que donc, même s'il a été écrit, comme je disais, aux alentours de 1928, il décrit des rituels et des traditions qui, déjà à l'époque, étaient vues comme anciennes. C'est-à-dire, il y a toute une fascination d'un des personnages, qui est le beau-père du mari, pour le théâtre traditionnel japonais, les marionnettes, ce genre de choses. Et même si le bouquin, comme je disais, a été écrit il y a presque un siècle maintenant, c'était déjà quelque chose de vieillot à l'époque. Donc c'est un livre qui est vieux et qui parle de traditions déjà vieilles, ce qui est assez étonnant du coup. Et je vous recommande de le lire, parce que c'est très bien écrit tout d'abord, et ça permet de faire une espèce de plongée comme ça dans le Japon de cette époque-là, où on sent qu'on est arrivé... on est bien à la fin d'une ère, le pays s'est ouvert à l'Occident notamment, et on a cette société japonaise qui commence à se tourner un peu vers son passé, vers ses traditions, et à leur dire au revoir, tout en s'y accrochant. Comme je vous disais, c'est une époque où il y a pas mal de textes importants qui ont été écrits, et qui immortalisaient ces traditions. Donc dans cette notion de Ichigo Ichie, il y a l'idée de vivre à 100% le moment présent, de se dévouer pleinement, de s'immerger pleinement dans ce moment. Et je trouve que c'est une philosophie qui est très intéressante, encore plus presque aujourd'hui, à une époque où les réseaux sociaux, on est tout le temps distrait par nos téléphones portables. Cette philosophie, au contraire, elle nous suggère de... à travers les siècles, comme ça, de poser un peu nos téléphones et de se concentrer sur le moment présent. Donc voilà, on arrive à la fin du podcast. Pour conclure, il y avait quelque chose que je voulais développer juste par rapport donc, au concept de Ichigo Ichie, l'idée qu'une expérience ne se reproduira jamais tout à fait à l'identique, et donc qu'il est vain parfois d'essayer peut-être de vivre un peu trop dans le passé, d'essayer de recréer des choses, de recréer... un sentiment qu'on a pu avoir. Je voudrais relier ça à la littérature, et c'est quelque chose que j'ai pu observer. On m'a souvent envoyé des messages pour me dire « Ah, j'ai lu ce livre, je n'ai jamais rien lu d'aussi bon, je cherche désespérément un autre livre un peu comme celui-ci ». Ça, c'est quelque chose qui, finalement, je trouve, peut se relier à cette philosophie. Il y a des personnes qui vont être très très marquées par un livre, et qui vont vouloir à tout prix chercher à reproduire l'impression qu'ils ont eue en le lisant, et ils vont un petit peu, à cause de ça, s'enliser dans une espèce de spirale comme ça, à essayer sans arrêt de faire revenir à la vie
le moment de leur existence où ils l'ont lu. Je pense par exemple, pour prendre un cas très très évident, c'est Harry Potter par exemple. Beaucoup de gens de ma génération, en tout cas, ont lu Harry Potter quand ils étaient très jeunes. Et depuis lors, ils ont vraiment essayé de retrouver le petit sorcier à lunettes dans plein de livres qu'ils ont lus et qui étaient des espèces de dérivés d'Harry Potter. Sauf que malheureusement, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais pour les raisons qui sont explicitées dans cette philosophie. Ichigo Ichie, une fois dans la vie. Les amis, vous ne ferez jamais revivre malheureusement Harry Potter, et ce que vous avez pu ressentir à l'époque en le lisant, c'était aussi la richesse de cette expérience, c'est qu'elle était éphémère, elle était unique. Moi, au contraire, je suis toujours terrifié, non pas par l'idée de ne jamais réussir à retrouver un livre pareil à celui que j'ai pu lire il y a 10 ans, ou un bouquin qui m'a particulièrement marqué. Je suis plutôt terrifié par justement le choix, quoi. Par à quel point est-ce qu'il y a des œuvres intéressantes, toutes très différentes, qui vont nous apporter des choses différentes, mais à quel point l'offre est variée, et de me dire que à la fin de ma vie, j'en aurais pas effleuré même un dixième, quoi. Ne serait-ce qu'avec les classiques, il y a déjà tellement de grands auteurs classiques à lire, c'est impossible de tous les lire, donc que dire après si on mélange ça avec tous les nouveaux auteurs qui écrivent. Moi, je suis tout le temps en train de découvrir des nouveaux auteurs, de découvrir des nouvelles choses, et je m'arrête pas trop en chemin en me disant « Ah, il y avait ce livre qui m'a tellement marqué, je veux arriver à retrouver exactement la même chose, etc. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu bloqués par ça. Il faut accepter l'idée de laisser ces œuvres derrière soi, de les prendre telles qu'elles nous ont marqué à l'époque, et de prendre l'expérience, d'apprécier juste l'instant où on va les lire, que ça soit quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, quand c'est des gros livres. Mais voilà, une fois que le livre est terminé, de toute façon, l'expérience, aussi bonne qu'elle ait pu être, ne sera jamais tout à fait reproduite à l'identique. Et c'est ce qui fait que ce sont des lectures très précieuses. Voilà, Ichigo Ichie, mes amis. Je vais terminer le podcast sur ces mots. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci.